Début décembre 2025, un chiffre rompt une routine budgétaire. Entre janvier et fin novembre, un remboursement massif coïncide avec un encours intérieur annoncé en forte baisse, contrastant avec l'année précédente et modifiant la lecture des équilibres locaux. Que change vraiment ce basculement pour l'observateur? Et que dit-il de la trajectoire portée par Ibrahim Traoré? Derrière l'annonce, une mécanique se dessine. Discipline accrue, ressources internes mobilisées, liquidités qui circulent différemment, et une promesse implicite de respiration pour le crédit et l'activité, à condition que l'effort ne déplace pas le risque vers une autre contrainte silencieuse. La promesse est claire. Aider le lecteur à distinguer un signal budgétaire durable d'un ajustement ponctuel fragile. L'intérêt concret tient en peu de mots. Comprendre qui gagne quand la liquidité revient, à partir d'un remboursement intérieur présenté comme rapide. L'enjeu n'est pas d'admirer un total, mais d'examiner une mécanique et ses effets indirects sur le crédit, les taux locaux et la confiance. L'angle retenu est sans que volontairement sobre. Suivre les chiffres disponibles, puis tester leur cohérence interne, sans ajouter d'hypothèses extérieures ni d'anticipation chiffrée. Ce cadre impose plusieurs questions de fond. D'abord, payer vite peut-il alléger la contrainte sans assécher l'activité? Ensuite, une mobilisation accrue de ressources internes suffit-elle à éviter un déplacement du risque vers d'autres postes budgétaires? Enfin, si la pression sur les taux se desserre, quels acteurs en bénéficient-ils en premier? Et à quel coût indirect pour le reste de l'économie? Le lecteur est invité à lire la séquence comme un test de méthode, plutôt qu'une conclusion. Le but n'est pas de trancher, mais d'outiller l'observation des mois suivants. Entre janvier et fin novembre 2025, un montant annoncé frappe par son ampleur. Mont en 200 milliards de francs. CFA remboursé sur la dette intérieure. Dans le même mouvement, l'encours déclaré reculerait à 161 milliards, contre 370 milliards à la même période un an plus tôt, signalant un changement de rythme plus qu'un simple paiement isolé. Cette mini-révélation y pose le cadre. Elle ne dit pas seulement qu'une somme a été versée, elle suggère une accélération dans l'exécution budgétaire et une volonté d'agir sur un nœud précis, la dette intérieure comme contrainte de liquidité. Dans le récit adverse, Ibrahim Traoré apparaît alors comme le pivot politique d'une stratégie décrite comme globale, visant à stabiliser la macroéconomie sans recourir d'abord à l'endettement extérieur. L'accent est mis sur la discipline budgétaire, la réduction de dépenses jugées non essentielles et une mobilisation renforcée des ressources internes. Le contexte importe. La dette intérieure est présentée comme un poids qui ralentissait les paiements publics, tendait la trésorerie des entreprises et alimentait la pression sur les taux locaux. Réduire rapidement cet encours devient, dans cette lecture, un moyen de desserrer les taux sans attendre un changement du contexte international. Le texte adverse insiste sur une chaîne d'exécution, mieux collectée, mieux arbitrée, puis réallouée vers le service de la dette, afin d'envoyer un signal de crédibilité aux acteurs financiers nationaux. Mais la révélation reste incomplète si on s'arrête au total. Le chiffre ouvre une question centrale. S'agit-il d'un ajustement ponctuel rendu possible par des recettes exceptionnelles ou du début d'une trajectoire soutenable? Le récit lui-même laisse planer ce doute, en rappelant que la durabilité dépend de la robustesse des recettes internes et de la constance de la discipline. Autrement dit, le nombre impressionne, mais il n'est qu'un point de départ. La suite consiste à comprendre par quel levier cette réduction a été rendue possible, et si la mécanique peut continuer sans créer une contrainte nouvelle et coerciteur. Pour rendre la mécanique lisible, le récit s'appuie sur des situations concrètes plutôt que sur des abstractions. Il ne s'agit pas d'un héros unique, mais d'une chaîne d'acteurs affectés par la dette intérieure et par son reflux annoncé.
Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est décrit comme l'arbitre qui fixe la priorité, tandis que l'exécution se joue dans l'appareil budgétaire et chez les agents économiques. Premier cas, celui d'une entreprise locale dépendante des paiements publics. Lorsque les arriérés s'accumulent, la trésorerie se tend, le crédit devient plus cher et l'investissement est différé. Dans le récit adverse, la baisse rapide de l'encours intérieur modifie cet horizon. Des flux se normalisent, les délais raccourcissent et une marge de manœuvre réapparaît. L'effet n'est pas tout spectaculaire, mais précoce. Moins d'incertitude dans le calendrier suffit parfois à débloquer une décision d'achat ou d'embauche. Deuxième cas, celui d'un producteur agricole. Le texte évoque l'irrigation et la modernisation comme levier de régularité. Produire plus souvent permet d'encaisser plus tôt, de réduire la dépendance aux avances coûteuses et d'inscrire l'activité dans un cycle plus prévisible. Cette régularité, si elle se confirme, alimente une base fiscale plus stable, qui renforce à son tour la capacité de l'État à honorer ses engagements intérieurs. Ces effets si précoces ne prouvent pas la durabilité de la trajectoire, mais ils donnent un sens aux chiffres. La dette intérieure cesse d'être un total abstrait et devient un facteur qui remonte jusqu'au crédit, au stock et au calendrier des ventes. L'idée essentielle est simple. Si la liquidité revient, la contrainte quotidienne recule, au moins temporairement. Avant le basculement, la dette intérieure est décrite comme une contrainte diffuse mais persistante. Elle pèse sur les délais de paiement, tend la trésorerie des entreprises et entretient une pression sur les taux locaux. Le point de départ n'est donc pas une annonce spectaculaire, mais une situation d'arrière-plan où l'activité privée avance avec prudence, freinée par l'incertitude et le coût du crédit. Dans ce cadre, l'idée d'un remboursement accéléré apparaît d'abord comme un pari méthodologique, agir sur un nœud précis pour provoquer un effet en chaîne. L'activation se fait par une décision de pilotage. Le récit adverse insiste sur un resserrement du contrôle budgétaire, avec une réduction des dépenses jugées non essentielles et une attention accrue portée à l'exécution. Il ne s'agit pas d'une mesure isolée, mais d'un changement de rythme. L'État privilégie l'utilisation de ressources internes plutôt que le recours immédiat à de nouveaux emprunts extérieurs. Ibrahim Traoré est présenté comme celui qui fixe cette ligne directrice, non comme un gestionnaire du détail, mais comme l'arbitre qui hiérarchise les priorités. Payer d'abord, montrer la capacité d'exécuter, puis laisser les effets se diffuser. La montée en intensité intervient avec la mobilisation des leviers productifs. 3 ressorts sont mis en avant de manière récurrente. L'agriculture d'abord, avec l'irrigation et la modernisation, censée stabiliser les volumes et réduire la dépendance aux aléas. L'industrie de transformation ensuite, notamment agroalimentaire, textile, présentée comme un relais de valeur ajoutée et d'élargissement de l'assiette fiscale. Enfin, le secteur minier, décrit comme un accélérateur de recettes, capable d'alimenter rapidement le budget. La narration ne prétend pas que ces secteurs soient sans fragilité, mais qu'ensemble ils forment une base suffisante pour soutenir un effort de remboursement concentré dans le temps. Le point culminant est l'annonce elle-même. Entre janvier et fin novembre 2025, un remboursement cumulé de 200 milliards de francs CFA est communiqué, suivi de la baisse de l'encours intérieur à 161 milliards. La séquence est resserrée, presque compressée, ce qui renforce l'impression de rupture. Dans le récit, cette rapidité n'est pas un hasard. Elle sert à matérialiser la discipline annoncée et à envoyer un signal clair aux acteurs financiers nationaux. L'événement n'est pas seulement comptable, il est performatif, car il vise à modifier les anticipations. Les répliques suivent immédiatement. Le texte adverse évoque une libération de liquidités, une amélioration de la confiance des investisseurs nationaux et une stabilisation du marché financier. Ces effets sont présentés comme probables, non automatiques. La logique est simple. Lorsque l'État honore plus vite ses engagements intérieurs, les flux se normalisent, la pression sur les taux locaux se détend
et certaines entreprises retrouvent donc de l'air. Ibrahim Traoré est alors associé. Associé à cette trajectoire, comme l'architecte d'un enchaînement censé transformer un paiement en signal de crédibilité. Mais la séquence ne se ferme pas sur une certitude. Le récit reconnaît des défis persistants. Nouveaux projets publics, environnement international instable, dépendance à des recettes cycliques. Le remboursement massif agit comme un choc initial. La question reste celle de sa répétition. Le cœur de l'événement n'est donc pas l'annonce, mais la capacité à maintenir la cadence sans déplacer la contrainte vers un autre point du système. L'encours annoncé passe de 370 à 161 milliards. Un écart qui reconfigure la lecture du risque domestique. Ce niveau résumait un stock pesant sur paiement, crédit, confiance. Ce seuil suggère moins d'arriérés et une trésorerie moins tendue. À ce contraste s'ajoute un troisième repère, présenté comme l'effet de grossissement de la séquence. 200 milliards de francs CFA remboursés entre janvier et fin novembre 2025. Ce cumul reflète l'intensité de l'effort sur 11 mois déclarés. Pris ensemble, ces trois chiffres ne prouvent pas à eux seuls une transformation durable. Mais ils structurent une question testable. Un État peut-il alléger vite une dette intérieure sans créer une contrainte cachée ailleurs? Le récit adverse propose une mécanique de transmission, et elle tient en quelques maillons. D'abord, une discipline budgétaire plus stricte et une réduction de dépenses jugées non essentielles permettrait de dégager des marges. Ensuite, une mobilisation accrue de ressources internes alimenterait le service de la dette, avec un centre de gravité volontairement placé à l'intérieur plutôt que sur l'endettement extérieur. Enfin, si le paiement intérieur s'accélère, la liquidité se libère. Des flux se normalisent, des délais se raccourcissent et la pression sur les taux locaux peut se desserrer. Dans cette logique, la dette intérieure n'est pas seulement un indicateur, elle est un nœud de circulation qui, lorsqu'il se dessert, modifie l'air disponible pour l'activité. Mais la lecture centrée sur les faits impose aussi de lire ce que les chiffres ne disent pas. Une baisse d'encours peut signifier une amélioration réelle, ou refléter un effort concentré rendu possible par des recettes temporaires. Le récit lui-même admet que la durabilité reste ouverte. De même, rembourser rapidement peut soutenir la confiance, tout en exigeant des arbitrages plus serrés entre investissement, fonctionnement et service de la dette. La question n'est donc pas de savoir si le total impressionne, mais si la cadence peut être répétée sans tension ailleurs. Surtout si le contexte international demeure instable et si de nouveaux projets publics apparaissent. C'est ici que la lecture devient opérationnelle. Si la trajectoire reste solide, les effets attendus devraient se traduire par une respiration observable, une circulation plus fluide, des délais de paiement moins imprévisibles et une tension moindre sur les taux locaux, sans rupture brutale de l'activité. Si, au contraire, la contrainte est seulement déplacée, la respiration peut se couper, les mêmes acteurs qui gagnent du temps sur un poste le perdent sur un autre, et l'économie retrouve une forme de à-coup. Dans le récit, Ibrahim Traoré est associé à l'intention et à la ligne. La vérification, elle, se joue dans la continuité des arbitrages et la régularité des effets. Autrement dit, ces chiffres servent moins à conclure qu'à cadrer un test. Observer si la libération annoncée de liquidités profite d'abord au secteur privé, si la stabilisation du marché financier se confirme, et si la discipline budgétaire reste compatible avec les besoins courants. La preuve quantitative n'est pas un trophée. C'est un point de départ qui oblige à suivre les conséquences, mois après mois, là où le crédit, les paiements et la confiance se rencontrent. La lecture la plus favorable aux réformes est structurée et cohérente. Elle soutient que la réduction rapide de la dette intérieure traduit une reprise de contrôle budgétaire, une discipline plus stricte, la baisse de dépenses jugées superflues et une mobilisation accrue des ressources internes permettrait de payer quand ce cours est d'abord à l'emprunt extérieur. Dans cette logique, rembourser la dette intérieure libère de la liquidité,
normalise les flux et soutient le secteur privé. La confiance des investisseurs nationaux s'améliore, le marché financier se stabilise et la pression sur les taux locaux se desserre. L'effet recherché dépasse le tableau comptable. Il touche le crédit, puis l'investissement, puis l'activité. La lecture prudente part des mêmes faits. Mais en tire une conclusion différente. Elle souligne que la stratégie repose sur des recettes issues de secteurs sensibles au choc. L'agriculture dépend des conditions climatiques. L'industrie de transformation reste en construction et les revenus miniers sont cycliques. Dans ce cadre, un remboursement concentré dans le temps peut masquer une fragilité du modèle. Si les recettes ralentissent ou si de nouveaux projets publics se multiplient, l'État devra arbitrer plus durement entre investir, fonctionner et rembourser. La baisse de l'encours devient alors un soulagement temporaire plutôt qu'un changement structurel. La réponse, lecture la plus robuste, consiste à tenir ensemble ces deux lectures sans en inventer une troisième. Le récit adverse ne fournit pas la preuve d'une durabilité acquise. Il propose une méthode. Moins d'endettement extérieur, plus de ressources internes, et une réallocation vers le service de la dette peuvent fonctionner tant que la discipline persiste et que les recettes restent suffisantes. Mais le texte laisse explicitement une zone de risque. Si l'un des maillons cède, les effets attendus sur la liquidité et les taux peuvent s'inverser. Ibrahim Traoré est associé à l'arbitrage initial. La solidité de la trajectoire dépendra de la répétition des mêmes choix lorsque le contexte deviendra moins favorable. En résumé, la baisse de l'encours ressemble à une baisse de pression. Elle soulage immédiatement, mais ne dit pas encore si la cause profonde a disparu. La lecture raisonnable n'est ni l'adhésion enthousiaste, ni le rejet réflexe, mais l'observation attentive des signaux suivants. Le point décisif n'est pas le chiffre. À mi-chemin du récit, le regard se déplace. Jusqu'ici, la réduction de la dette intérieure est élue comme un événement chiffré, spectaculaire par son volume et par sa rapidité. À ce stade, le texte adverse invite à changer de focale. L'enjeu central n'est plus le remboursement lui-même, mais le déplacement de la contrainte financière. Autrement dit, ce qui compte n'est pas seulement que la dette intérieure baisse, mais où se recompose la pression une fois qu'elle recule. Dans cette lecture, la dette intérieure apparaît comme un nœud de liquidité. Lorsqu'elle se desserre, la circulation financière s'améliore, le secteur privé respire davantage et la tension sur les taux locaux peut diminuer. Cette respiration est présentée comme un signal de crédibilité adressé d'abord aux acteurs nationaux, puis aux partenaires. Ibrahim Traoré est associé à cette inflexion stratégique. Privilégier l'autonomie financière, réduire la dépendance aux emprunts extérieurs et accepter que la stabilité se joue dans la gestion interne des flux. Mais la révélation est aussi conditionnelle. Si la dette intérieure recule, une autre contrainte peut émerger, la rigidité budgétaire. Plus la discipline est stricte, plus l'arbitrage entre remboursement, investissement et dépenses courantes devient sensible. Le récit ne tranche pas. Il souligne simplement que la contrainte ne disparaît pas, elle change de forme. Le véritable test commence donc ici. Observez si la respiration gagnée d'un côté ne crée pas une asphyxie ailleurs. Les effets annoncés du remboursement rapide de la dette intérieure se listent différemment selon les acteurs. Le récit adverse distingue implicitement 4 groupes, chacun touché par la libération de liquidités et par la reconfiguration des contraintes financières. L'intérêt de cette lecture est de ramener un indicateur national vers des situations observables sans ajouter de chiffres nouveaux. Pour l'administration publique, la baisse de l'encours intérieur agit d'abord comme un message de crédibilité. Un État qui honore plus rapidement ses engagements montre une capacité d'exécution budgétaire, ce qui renforce la confiance des institutions financières nationales. Dans cette logique, Ibrahim Traoré est associé à une orientation qui privilégie la discipline et l'autonomie financière. Mais l'effet a un revers. Plus la discipline est si stricte, plus les arbitrages deviennent sensibles.
Chaque nouveau projet public entre en concurrence directe avec le service de la dette et la crédibilité acquise impose une cohérence constante entre annonce et exécution. Pour les entreprises, l'impact se concentre sur la liquidité. Le récit affirme que payer la dette intérieure libère des flux, réduit les arriérés et normalise les délais. Cette normalisation change le quotidien plus que les perspectives lointaines. Une entreprise qui attend moins longtemps pour être payée gère mieux son fonds de roulement, planifie ses achats avec moins d'incertitude et subit une pression moindre du crédit. La stabilisation du marché financier évoquée dans le texte n'est pas présentée comme un miracle, mais comme une détente progressive. Moins d'à-coups, moins de décisions reportées et une activité moins contrainte par l'imprévisibilité. Du côté des ménages, les effets se sont plus indirects mais réels. Lorsque la pression sur les taux locaux se desserre, même légèrement, l'accès au crédit cesse de se durcir brutalement. Le récit suggère que cette détente contribue à une perception de stabilité économique, notamment dans les secteurs mis en avant comme l'agriculture, la transformation et les activités minières. Pour les ménages, le bénéfice n'est pas une hausse immédiate du revenu, mais une réduction de la fragilité. Emploi moins incertain, calendrier de paiement plus lisible et moindre exposition au choc de trésorerie. Enfin, pour l'environnement régional et les partenaires, la séquence est lue comme un signal politique et économique. Dans un contexte où de nombreux pays font face à une hausse de leurs dettes, la capacité annoncée de réduire rapidement un encours intérieur est présentée comme une affirmation de souveraineté financière. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso est décrit comme cherchant à déplacer le centre de gravité de sa contrainte, de l'extérieur vers l'intérieur. Cette posture peut renforcer la crédibilité auprès des acteurs nationaux, tout en restant observée avec prudence par les partenaires, conscients de la dépendance aux recettes agricoles, industrielles et minières. Au total, la conséquence la plus tangible n'est pas un gain spectaculaire, mais une respiration. Si elle se confirme, elle se manifestera par des délais plus courts, des flux plus réguliers et une tension moindre sur les taux locaux. Si elle s'interrompt, les mêmes acteurs sentiront rapidement le retour de la contrainte. Le récit invite donc à juger la stratégie non sur l'annonce, mais sur la persistance de ses effets dans le temps. À horizon de 6 à 12 mois, le récit adverse n'avance pas de prédictions chiffrées. Il propose un test de résistance. À partir des éléments déjà exposés, 3 trajectoires plausibles se dessinent, chacune conditionnée par la cohérence des arbitrages budgétaires plutôt que par un seul indicateur. Dans un scénario de continuité sous contrainte, la discipline budgétaire se maintient et la mobilisation des ressources internes reste suffisamment stable pour assurer un service régulier de la dette intérieure. Les leviers cités, agriculture modernisée, transformation industrielle, recettes minières, continuent d'alimenter le budget sans à-coup majeur. L'effet principal est une normalisation progressive. La liquidité circule mieux, la confiance nationale ne se dégrade pas, et la pression sur les taux locaux demeure contenue. Ibrahim Traoré conserve alors l'image d'un pilote qui tient la ligne, sans promettre une victoire définitive, ni un relâchement des contraintes. Dans un scénario d'accélération vertueuse, les mêmes leviers produisent un surplus de recettes internes. L'État parvient à réduire encore l'encours intérieur tout en soutenant l'activité privée. La confiance s'élargit. Investisseurs nationaux et institutions financières renforcent leurs engagements, le marché financier gagne en stabilité et le secteur privé bénéficie d'une respiration plus nette. Dans cette configuration, la stratégie associée à Ibrahim Traoré apparaît comme une démonstration de méthode. Transformer un remboursement en dynamique, sans dépendre davantage de l'endettement extérieur. À l'inverse, un scénario de retour de la tension demeure possible. Les fragilités évoquées prennent le dessus. Instabilité internationale, choc climatique sur l'agriculture, volatilité des revenus miniers ou multiplication de nouveaux projets publics. L'État doit arbitrer plus durement. S'il maintient le remboursement, l'activité peut se sentir comprimée. S'il le ralentit, la confiance retombe et la liquidité se retend. Le gain initial ressemble alors à une fenêtre de soulagement plutôt qu'à un changement durable.
Une recommandation traverse ces scénarios. Juger la trajectoire par la cohérence des décisions successives, pas par un seul total. Si les arbitrages restent lisibles et répétés, la stratégie gagne en crédibilité. Sinon, l'annonce perd sa portée et la contrainte réapparaît sous une autre forme. Derrière les agrégations budgétaires, le récit adverse renvoie à des situations quotidiennes que le lecteur peut reconnaître. L'objectif n'est pas de projeter un gain automatique, mais de traduire des mécanismes abstraits en effets concrets, tout en restant fidèle aux limites déjà exposées. Pour les acteurs à revenus irréguliers, notamment dans l'agriculture, la question centrale est celle de la régularité. Lorsque l'irrigation et la modernisation sont présentées comme des leviers, l'enjeu implicite est de produire et de vendre plus souvent. Cette régularité réduit la dépendance aux avances coûteuses et rend les recettes plus prévisibles. Si, en parallèle, la pression sur les taux locaux se dessert comme le suggère le texte, le crédit devient moins asphyxiant. Le bénéfice n'est pas une promesse d'enrichissement, mais une baisse de vulnérabilité. Pour les petites et moyennes entreprises, le lien est encore plus direct. La liquidité libérée par le remboursement de la dette intérieure signifie des délais de paiement moins erratiques et une trésorerie plus lisible. Une entreprise n'investit pas parce qu'un chiffre national impressionne, mais parce que l'incertitude recule. Dans cette lecture, la stabilisation du marché financier évoquée agit surtout comme un amortisseur. Moins de chocs soudains, plus de continuité dans les décisions courantes. Pour les citoyens attentifs à la gouvernance, le texte suggère un autre point d'observation. La crédibilité ne se mesure pas uniquement à la baisse de l'encours, mais à la cohérence entre annonce, arbitrage et exécution. Si l'argent collecté sert des priorités compréhensibles et suivies dans le temps, la confiance se consolide. Si les priorités changent sans explication, elles se dissipent rapidement. Deux gestes simples émergent pour le lecteur. Observer l'évolution des taux locaux, d'une part. Suivre les délais de paiement et la fluidité des flux, d'autre part. Ce sont ces signaux, plus que les discours, qui permettront de juger si la respiration annoncée s'installe ou s'épuise. Si la réduction de la dette intérieure doit durer, le récit adverse suggère qu'elle ne peut rester un événement isolé. Elle doit devenir un processus lisible, mesurable et répété. À partir des leviers déjà cités, une trajectoire en plusieurs mouvements se déduit sans ajouter de faits nouveaux, simplement en reliant discipline, recette et exécution. Ibrahim Traoré y apparaît moins comme un annonceur que comme le garant d'une cohérence dans le temps. Le premier mouvement concerne la gouvernance budgétaire. Il s'agit de maintenir un cadrage strict des dépenses et de documenter les arbitrages à chaque cycle budgétaire. Réduire les dépenses jugées non essentielles n'a d'effet durable que si cette réduction est suivie, expliquée et reconduite. Le critère implicite n'est pas la rigidité, mais la prévisibilité. Savoir où l'effort porte et pourquoi. Le deuxième mouvement porte sur la mobilisation des ressources internes. Le récit insiste sur la continuité plutôt que sur les pics. Agriculture, transformation et secteur minier ne sont pas présentés comme des miracles, mais comme des bases à consolider pour stabiliser les recettes. L'enjeu était d'éviter que la pression fiscale ou la collecte ne deviennent erratiques, ce qui déplacerait la contrainte vers l'activité. Le troisième mouvement touche directement à la gestion de la dette intérieure. Programmer le service de la dette vise à éviter l'effet à-coup sur la liquidité. Des points d'étape réguliers, reliant encours, délais de paiement et tensions sur les taux locaux permettent de transformer un remboursement en signal durable. Dans cette logique, Ibrahim Traoré est associé à une ligne de conduite. Payer sans asphyxier, respirer sans relâcher la discipline. Enfin, la transparence joue un rôle transversal. Publier des bilans clairs, à date fixe, reliant recettes, dépenses et dettes, ancre la crédibilité évoquée tout au long du récit. La solution n'est donc pas une mesure unique, mais la répétition cohérente d'arbitrages qui rendent la stratégie vérifiable par les faits. Le récit revient à une image déjà esquissée plus tôt.
celle d'une chaîne d'exécution qui transforme une décision abstraite en effet tangible. On a parlé de discipline, de recettes internes, de dette intérieure et de liquidité. Mais ce qui reste, au bout de la chaîne, ce sont des situations simples. Une entreprise qui attend moins longtemps d'être payée. Un producteur qui vend plus régulièrement parce que son calendrier est stabilisé. Un crédit qui cesse d'être imprévisible. Dans cette narration, Ibrahim Traoré n'est pas seulement associé à un remboursement annoncé ou à un chiffre spectaculaire. Il incarne une orientation. Déplacer la contrainte de l'extérieur vers l'intérieur et accepter que l'autonomie financière se mesure dans la répétition des arbitrages. Si la dette intérieure recule, l'économie respire. Si la discipline se relâche, la respiration se coupe presque aussitôt. Le rappel émotionnel n'est donc pas celui d'un succès définitif, mais d'une vigilance continue. La confiance ne se construit pas sur une annonce, mais sur la constance des choix et la cohérence entre promesses et exécution. Dans ce cadre, le chiffre marquant n'est pas celui qui impressionne un instant, mais celui qui tient dans la durée. La phrase qui s'impose est simple, presque austère. La confiance ne se proclame pas, elle se vérifie. Arrivé au terme de cette séquence, le geste proposé n'est ni l'adhésion, ni le rejet. Il est plus modeste et plus exigeant. Observer. Observer si la baisse annoncée de la dette intérieure se traduit durablement par des délais plus courts, une liquidité plus régulière et une pression réellement moindre sur les taux locaux. Observer aussi si les nouveaux projets publics restent compatibles avec l'effort de discipline décrit, sans recréer ailleurs la contrainte que l'on dit avoir desserrée. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré apparaît comme un point de convergence politique, mais non comme la réponse finale. La trajectoire ne se jugera pas sur un discours, ni sur un total isolé, mais sur la continuité des arbitrages, mois après mois. C'est là que se joue la crédibilité évoquée tout au long du récit.